Ravi en tout cas de voir qu'il y a un intérêt aussi fort pour ces sujets-là. Et je vous voyais avant tous les quatre, on dirait une bande de copains, c'est assez marrant. Je suis aussi là pour apprendre de vous, parce que j'adore ce que vous êtes en train de faire. Mais j'ai quand même une petite base documentaire à poser avant qui me paraît super intéressante, de quelques chiffres qui m'ont marqué quand j'ai commencé de travailler sur le sujet. Moi, je viens pas du monde de la finance et j'ai l'impression en fait d'être un stéréotype de ma génération. C'est-à-dire que j'arrive à un moment où il y a un Guillaume Simonin sur LinkedIn qui a 90 000 personnes qui le suivent. Il y a un Snowball qui a peut-être 40 000 ou 50 000 personnes qui lisent sa newsletter. Et c'est un truc, quand je vois mes oncles, mes tantes, mes parents, grands-parents, je me dis que ça n'aurait jamais pu arriver avant. On est en train d'arriver dans une génération que j'appelle la génération tous investisseurs, où en fait, je ne sais pas si vous avez des gens dans votre famille qui ont aux alentours de 18 ans, mais moi, à 18 ans, je crois que je mangeais encore mes crottes de nez, et eux, ils commencent de me parler d'aller investir d'aller prendre des parts de Tesla. Alors évidemment, il y a la crypto et les rendements faramineux qu'elle peut parfois proposer, les pertes faramineuses qu'elle peut souvent nous offrir. Et en fait, il y a un nombre d'assets en concurrence qui est toujours plus important. C'est toujours plus. Enfin là, assez régulièrement, il y a plein de nouveaux produits qui sont en train de sortir. Et à côté de ça, c'est toujours plus facile d'y accéder. Pour vous donner une petite stat, en 2021, je crois qu'il y a 5 milliards d'applications financières qui ont été téléchargées sur les téléphones. Alors évidemment, avec une grande prime de préférence pour Robinhood. Robinhood, qui pour nous est peut-être un changement moins important, mais aux US, il y a cette petite avance qu'ils ont qui nous montre aussi que là-bas, l'investissement, c'est quelque chose de... On parle plus de tickets à gratter ou de foot au PMU, on commence de parler d'investissement, que ce soit de l'investissement fractionné, pour les plus spécialistes de l'immobilier tokenisé, parce qu'une fois qu'on fractionne, on donne l'accès à tous, on baisse le ticket d'entrée. Potentiellement demain, on va faciliter la liquidité. Et c'est pour ça que je suis content de vous avoir tous les quatre, parce que j'ai l'impression que c'est un peu les combats qu'on a ensemble, c'est l'investissement en ligne, l'investissement pour tous. Et ça soulève aussi un certain nombre de défis, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qui est le nouvel investisseur? Est-ce que c'est celui qui est au PMU, celui qui avait 20 000 avant, il va mettre 1000 un peu de partout? Enfin, plein de questions auxquelles j'espère que vous allez répondre. Et avant tout ça, j'aimerais bien que vous vous présentiez assez rapidement et un peu plus longuement votre boîte. Je pense que c'est d'utilité publique pour toutes les personnes dans la salle. Bonjour à tous et merci pour l'invitation, Florian. Et franchement, premier événement avec tout ce monde, c'est cool. Donc Thomas Penet, on s'est mis en dessous de nos photos. Donc moi, je suis cofondateur de Tantième, qui propose de l'immobilier fractionné. Je vous en parlerai un petit peu plus après. Et j'ai fait une vingtaine d'années dans l'immobilier 1.0. J'étais directeur commercial et marketing de Cogidim, donc j'ai vendu plein d'appartements à des gens qui avaient les moyens de les acheter. Donc je vais pouvoir peut-être vous parler un peu de ce que je vois comme différence. Et c'est aussi pour ça qu'on a monté Tantième. Voilà, donc je vous raconterai tout ça après. Bonjour à tous, Nadim Takchi, donc je suis cofondateur de LivreEP, mais également d'OpenStone. Donc LivreEP, c'est la première solution d'épargne immobilière qui rend en fait l'immobilier liquide. De la même manière qu'on peut utiliser un livret A en fait, pour mettre à partir de 100 € et récupérer l'argent à tout moment. Donc en fait, on a lancé LivreEP en juin 2022 dans l'objectif en fait, de combiner la simplicité et la liquidité du livret A à la performance et la solidité de l'immobilier. Donc aujourd'hui sur LivreEP, vous pouvez télécharger l'application et en 2 clics faire votre KYC et déposer à partir de 100 € sans frais, les récupérer à tout moment contre un rendement allant de 4 à 6% avec un peu de gamification. Donc on parlait un peu de Robinhood. C'est Robinhood qui a lancé en fait la gamification et c'est aussi là-dessus qu'on a créé entre autres le LivreEP. Et récemment, en essayant de voguer un peu sur la vague du LivreEP, on a lancé OpenStone, qui est une plateforme qui rend accessible des produits d'investissement immobilier aujourd'hui réservés à une clientèle exclusive. Donc on est sur des fonds professionnels et des club deals où pour investir, il faut mettre minimum 100 000 ou 1 million d'euros. Et aujourd'hui, on les rend accessibles sur la plateforme, en plus du LivreEP, à partir de quelques centaines d'euros ou milliers d'euros en fonction des produits. Et on travaille avec des sociétés de gestion pour faire ça. Voilà.
Bonjour à tous, moi je suis Clément Renaud, du coup fondateur de Louvainvest et Meutinvest. Alors je vais revenir un petit peu sur les deux détails. La petite anecdote rigolote, c'est que moi rien ne me prédestinait à l'immobilier, si ce n'est le fait que j'ai fait l'école des Ponts et Chaussées, qui est une école de génie civil pour ceux qui connaissent un peu. Donc il y avait une petite trace sur le sujet, mais à part ça, rien du tout. J'ai bossé dans l'aéronautique et dans la tech à San Francisco pendant 5 ans. Je suis rentré en France en 2019 avec une réalisation en fait à ce moment-là avec mon associé qui était de se dire que tout le monde a envie d'investir en immobilier et finalement on parlait de Robinhood à l'instant, c'est quasiment la seule classe d'actifs qui jusqu'à il y a 1 an et demi, 2 ans finalement n'avait pas vu beaucoup d'innovation sur comment faire pour investir. Et quand on a creusé un petit peu, on a découvert notamment les SCPI, qui sont un véhicule d'investissement finalement assez traditionnel, dont les modes de distribution étaient, à notre sens, totalement rébarbatifs. Et on a fait un peu notre révolution Robinhood, c'est-à-dire que Robinhood, ils sont arrivés en disant, voilà, le premier broker avec 0 frais de courtage, c'est ça qui les a vraiment lancés aux États-Unis. Et nous, on a lancé du coup Louvainvest en disant, on va permettre à tous d'investir en SCPI avec un parcours digital et 2 fois moins de frais que les concurrents via un système de cashback. Donc on vous rembourse en fait une partie des frais qui sont normalement prélevés à l'achat d'une SCPI. Donc c'est ça qu'on fait. En 1 an, on est passé de 0 à peu près... donc la première année, on a fait 12 millions de collectes. La deuxième, on a fait 60. Et aujourd'hui, on fait entre 5 et 8 millions par mois de collectes. Donc quasiment 100 millions d'euros annualisés. Donc on est, je crois, parmi les plus gros commercialisateurs de SCPI en France. Et on a lancé Meutinvest, qui fait de l'immobilier fractionné, donc assez similaire à ce dont Thomas vous parlait, qui permet donc d'investir non pas dans des fonds, mais dans des actifs individuels. Et aujourd'hui, on a fait déjà 3 biens qui ont été souscrits par environ 600 personnes et qui du coup reçoivent des loyers mensuels basés sur les loyers que nous on perçoit pour les biens. Merci. Bonjour, moi je suis Christophe Descamps. Alors moi je suis un pur produit de l'asset management. Ça fait 25 ans que je fais de l'asset management. Et puis j'ai une double casquette ici en fait. Je suis et salarié et collaborateur de la Française, donc une société de gestion qui fait de la gestion et immobilière et traditionnelle, classique. Et en même temps j'ai créé en intrapreneuriat au sein de cette structure, donc je me suis fait incuber par le groupe, une structure qui s'appelle Money One et qui fait de la distribution digitale de produits d'épargne globalement et très prioritairement et très majoritairement des produits immobiliers, puisque la structure de gestion dans laquelle je bosse historiquement, elle est pionnière, enfin elle est leader sur le marché des SCPI, tant en flux qu'en stock. Donc voilà, et donc alors un tout petit peu avant quand même Louvainvest, voilà, on a décidé de démocratiser un petit peu l'accessibilité à la SCPI, puisque c'était un simple retour d'expérience. Je vais essayer de le faire très très court, hein, parce qu'on va revenir auprès aux investisseurs en fait, in fine. Mais globalement, c'est un produit, la SCPI, qui était très porté par des seniors et qui avait vocation à être un produit retraite, complément de revenus. Et donc, quand il y avait des décès, il y avait des ayants droit. Quand les ayants droit récupéraient leur part de SCPI, 9 fois sur 10, ils la vendaient pour récupérer le cash et faire autre chose. Et donc, on a décidé de rencontrer ces gens-là. Et quand on les a rencontrés, en leur expliquant la réalité du produit qu'ils héritaient, 9 fois sur 10, ils préservaient la position. Donc, on a fait un constat assez simple, c'est que ce n'était pas un produit dédié aux seniors, c'était tout simplement un produit qui répondait à plein de logiques patrimoniales, parce qu'il y a plein de manières de l'acheter. C'était juste qu'il n'était pas du tout démocratisé, pas du tout bien marketé, pas du tout dans l'air du temps. Donc, on a décidé de mettre une interface web pour venir attaquer le marché, démocratiser, créer de la pédagogie autour de ce produit à travers Money One. Et puis, on a voulu en faire un bien de consommation comme un autre. Hein. Il y a une phrase qu'on adore, c'est « je consomme de l'épargne aujourd'hui pour une consommation épicurienne future ». C'est à ça que ça sert, hein, d'épargner. Et donc, on s'est dit, il faut régir la commercialisation de ces produits comme un bien de consommation classique. Et donc, on a créé cette notion, effectivement, de cashback, de capacité de créer des soldes, le Black Friday de l'épargne. Alors c'est facile à dire, c'est ultra régulé, c'est pas aussi simple que ça, mais globalement on peut le faire et donc on a mis ça en place. Voilà, c'est un peu ça la philosophie. Clément, toi, t'es quand même parti des SCPI. Nadim, tu as un modèle qui est assez connu. Voilà, le livret P, le livret A, on voit la similitude assez vite. Et toi, tu arrives avec vraiment l'innovation totale, l'immobilier fractionné. Donc j'ai l'impression que vous parlez... En fait, je me demande, est-ce que vous pensez parler à la même cible et je pense que le mieux, c'est celui qui peut le mieux nous en parler, c'est toi, Clément. Est-ce que sur ton produit qui est lié à la SCPI ou ton produit à l'immobilier fractionné, est-ce que tu penses que tu as le même type de clientèle ? Alors, pour répondre à ça, je vais te donner quelques stats. La première, c'est le montant moyen investi par nos clients sur la SCPI. En moyenne, c'est 33 000 euros. Donc, c'est des montants quand même assez élevés. Sur l'immobilier fractionné, on est bien en dessous. Hein. Par projet, on est à 1 200 euros par personne. Donc, tu vois, c'est évidemment largement moindre.
Alors il y a beaucoup de réinvestissement sur l'immobilier fractionné, donc en fait le panier global, ce qu'on appelle le panier lifetime, il augmente au fur et à mesure, mais en revanche voilà, donc 30 000 euros sur la SCPI avec en général un investissement qui se sépare sur à peu près entre 15 et 20 000 euros la première fois et un réinvestissement progressif sur 12 à 18 mois. Donc si tu regardes juste cette stat, tu vas dire ok, c'est pas du tout les mêmes personnes. Après quand tu regardes les personnes en pratique qui ont investi chez nous sur l'immobilier fractionné. Donc on a lancé après la SCPI, on avait à peu près 5000 clients sur la SCPI quand on a lancé l'immobilier fractionné. 60% sur le premier bien étaient des clients qui avaient déjà investi chez nous avec de la SCPI. Donc en fait, il y a clairement une capillarité là-dessus. Autre stat hyper rigolote, parmi ceux qui commencent par l'immobilier fractionné, 25% au bout de 3 mois font également de la SCPI. Donc désolé si ça fait un peu trop de stats, mais l'idée c'est de vous montrer qu'en fait, la clientèle SCPI est intéressée par l'immobilier fractionné. Et inversement, la clientèle immobilier fractionné est intéressée par la SCPI. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est la chose suivante, c'est que l'immobilier fractionné, c'est un très bon moyen pour débuter parce que c'est facile à comprendre. On voit des photos d'un bien, on a l'impression d'être sur ce loger, on achète en quelques clics et on se dit ok, super. Étape numéro 2, ah ouais, mais en fait, je vais pas investir que dans un bien, c'est trop risqué. Donc, je commence à me diversifier. Puis en fait, rapidement, on se dit, mais en fait, je veux mettre 10, 15 000 euros. Est-ce que je vais attendre de faire 10 projets ou est-ce que je regarde quelque chose d'un peu plus mature? Et là, en fait, la SCPI, ça permet de déployer très facilement des centaines de milliers d'euros parce qu'on est sur des produits qui sont déjà très diversifiés. Donc, oui, c'est la même clientèle. Alors, je n'ai pas envie de prendre toute la parole, mais on a aussi 3 personas chez nous. Le premier, c'est ce qu'on appelle les jeunes actifs. Moyenne d'âge 29 ans, moyenne d'investissement 14 000 euros. Persona moyen, c'est donc tu vois, les gens en milieu de carrière, 45 ans, 42 000 euros investis. Et puis les seniors, seulement 10% de la base client, mais c'est des gens qui ont 65 ans et qui, en moyenne, et qui investissent plutôt 60 000 euros. Donc, très clairement, nous, les personas numéro 1 et 2, donc les jeunes actifs et les cadres milieu de carrière, sont ceux qui sont les plus représentés sur les 2 produits à la fois. Super intéressant. Ça me fait penser, Nadim, Thomas, vous pensez que... Est-ce que vous allez chercher, vous, des investisseurs qui sont intéressés par l'immobilier d'abord ou qui sont intéressés par investir d'abord? C'est une bonne question. Je commence du coup. Vous allez y avoir droit tous les deux, la question. En lançant le livret P, c'est un produit qui est à part. Livret P, il n'y en a pas deux en France ou ailleurs à ma connaissance. Une des premières choses, en fait, on a essayé de combiner un peu les deux. L'immobilier, jusqu'à il y a encore pas longtemps, et ça le reste encore, qu'on le veuille ou pas, reste un des produits préférés des Français. Et on a le livret A qui est aujourd'hui souscrit par 55 millions de Français en France. Donc on a voulu vraiment mimiquer le fonctionnement d'un livret bancaire. Et aujourd'hui, on a fait pas beaucoup de stats, on a 14 000 clients aujourd'hui sur livret P en 1 an et demi. Et avec beaucoup de bouche à oreille. Et on a fait beaucoup de stats là-dessus pour essayer de comprendre pourquoi ces gens-là sont venus. Et l'une des raisons principales, c'est pour le livret. L'intérêt du livret, la liquidité derrière, c'est ce qui attire, avec un rendement pouvant aller jusqu'à 6%, donc un produit liquide jusqu'à 6%. On a réalisé que les gens étaient plus intéressés par ça que par l'immobilier en tant que tel. Maintenant, aller sur de l'immobilier, ça peut rassurer beaucoup plus que si on allait sur des cryptos ou sur d'autres... Même si on s'est adressé à ces personas qui avaient tendance à aller sur des cryptos et qui ont peut-être été désabusés par les pertes massives qu'ils ont connues. Aujourd'hui sur OpenStone, donc on a lancé ça, on n'a pas assez de recul, on a lancé ça il y a quelques mois. On a déjà collecté quasiment 1 million d'euros avec quelques produits qu'on a dessus. Et on voit que la typologie des utilisateurs chez nous, elle est montée d'un grade. Livret P, on a une majorité de gens qui ont autour de la trentaine, donc ceux qui grosso modo, c'est des jeunes actifs qui ont des moyens, qui veulent mettre 2 000, 4 000, 5 000 euros placés sur de l'épargne liquide. Et on voit que pour aller sur OpenStone, on est plutôt entre 35 et 45 ans, des gens qui sont capables de mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros pour avoir accès à un fonds qui normalement n'est accessible qu'à partir de 100 000 euros ou plusieurs millions et qui historiquement générait 10, 12, 15, 17% de rendement. Donc il y a aussi cette notion de rendement qui va plaire. Voilà. Donc maintenant, je pense que les gens sont, aujourd'hui en tout cas, on parle beaucoup de l'immobilier, de la chute des prix dans les grandes villes sur le résidentiel, la chute des prix dans les commerces et bureaux, et en fait les gens ne font pas la distinction sur les différents types d'immobilier qu'il y a et aussi sur la maturité, sur la temporalité d'acquisition.
un bien acheté il y a 5-6 ans n'a pas la même valeur, n'a pas le même risque que quelque chose qui a été acheté il y a 6 mois. Donc c'est toute une nuance et ça rentre dans l'éducation qu'il faut systématiquement apporter aux utilisateurs. C'est un questionnement qu'on voit beaucoup, c'est de se dire, est-ce que en fait, mon investisseur, il est dans la course au rendement ou est-ce qu'il en a vraiment quelque chose à faire de mon sous-jacent? Alors, oui, juste pour finir, oui. Alors, le rendement aujourd'hui, de toute façon, offrir du 4, du 5% de rendement sur un produit bloqué, ça ne marche plus, ça va marcher de moins en moins. Quand on a un livret A à 3% ou des comptes à terme à 4 ou plus, même pour certaines banques, on ne peut pas offrir une marge, un niveau de risque avec une marge de 1%. Il faut pouvoir rémunérer le risque et généralement on le rémunère à 3, 4%, etc. En plus du taux sans risque. Donc aujourd'hui, je pense, et bon, Clément va peut-être me prouver, va prouver que j'ai tort, mais je pense que les gens vont se diriger de plus en plus vers des rendements à 7, 8% minimum pour pouvoir accepter d'être bloqué ou d'aller investir sur du moyen ou du long terme et d'accepter en fait cette part de risque. Alors pour l'instant, le 7-8%, c'est plutôt, au-dessus du 8%, c'est plutôt le crowdfunding, et donc c'est plutôt du court terme. Il y a des fonds. Promis, je lâche. Il y a des fonds aujourd'hui, justement, c'est pour ça qu'on a créé OpenStone, c'est pour pouvoir donner accès à des fonds qui vont te proposer du 10, du 12, du 15% sur du private equity immobilier. Alors certes, tu es bloqué sur 8 ans, certes, tu n'as pas forcément du rendement mensuel ou trimestriel, mais tu peux espérer des TRI à 2 chiffres. Ouais, non, mais tu l'as dit, c'est TRI, justement. En fait, le sujet, c'est que... Moi, pour répondre à ta première question sur est-ce que c'est un produit financier ou un produit d'immobilier, nous, on l'a vu, et je rejoins l'analyse que tu as faite sur les personas. Les gens, ce qu'ils viennent, c'est chercher de l'immobilier. Quand on a vendu notre premier... Nous, on a fait 4 collectes. La première collecte, c'était de l'immobilier commercial à Bayonne, vraiment dans le centre-ville, un beau projet. Et en fait, on a eu principalement des gens qui connaissaient le marché, qui étaient venus parce qu'ils savaient que ça avait de la valeur et que savaient justement qu'il y avait un potentiel de plus-value. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, nous, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans l'immobilier fractionné, c'est que on investit dans un bien, on achète des parts, donc on a effectivement le rendement locatif, mais surtout on a la plus-value à la revente. On partage la plus-value potentielle à la revente. Et donc c'est en ça que c'est un produit financier, c'est un produit immobilier. C'est que à partir du moment en fait, on réfléchit en TRI en se disant, je vais peut-être avoir effectivement un rendement mensuel ou trimestriel qui fait que voilà, je vais avoir du 5-6% par an, mais que je peux espérer, parce que le produit a été bien acheté, ou parce que le marché va prendre de la valeur, ou parce que l'équipe immobilière derrière a fait correctement son boulot, je peux espérer finalement avoir un TRI qui va atteindre les 8, 9, 10%. Donc nous, on le pense vraiment comme un produit immobilier, l'immobilier fractionné, et non pas comme un pur produit de rendement, parce que sinon on se compare à ce moment-là sur des rendements qui sont ceux du crowdfunding, qui sont plus élevés, avec des niveaux de risque qui sont différents. Et à mon sens, c'est pas ce qu'il faut faire comme. Je t'en prie. Juste une remarque par rapport à ça. Enfin, pour répondre à ta question très simplement, aujourd'hui, les investisseurs regardent principalement le rendement ou la rentabilité. Enfin, ça dépend. Chaque plateforme affiche ça de manière un petit peu différente, mais moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même une course à la rentabilité ou au rendement. Enfin, encore une fois, peu importe le terme. Je sais que c'est pas exactement la même chose, mais c'est employé de manière quasiment synonymique aujourd'hui. Et peut-être un point pour revenir sur ce que tu disais par rapport au crowdfunding. À mon avis, il y a un truc majeur qui est extrêmement mal compris par les investisseurs, c'est la notion de risque. Et je pense que beaucoup d'investisseurs comparent des rendements faciaux sans jamais comprendre la différence du risque sous-jacent. Bon, c'est la seule pierre à l'édifice que j'ajouterai là-dessus, mais pour moi, c'est ça le cœur du problème aujourd'hui. Alors moi, on regarde les choses de manière un tout petit peu différente. C'est-à-dire que nous, on constate qu'il y a une vraie loi de Pareto. Quand on a un ticket moyen, on évoquait immobilier à 20, 30 000 euros. C'est dans une brique d'allocation à peu près cohérente, c'est 10, 15%. Et donc, ça fait une réalité patrimoniale d'investissement qui représente un nombre de gens qui est epsilon sur la capacité d'épargne dans la réalité. Et nous, évidemment, on souhaite répondre à ces gens-là, mais en même temps, cette fameuse loi de Pareto, c'est qu'il y a 80% de gens qui sont en capacité d'épargne, mais qui l'ignorent, qui ne le savent pas. Et donc, on essaye d'aller les chercher, ces gens-là. Et donc, on dissocie bien de logique, la logique de TRI, de rendement facial, etc. Ceux qui ont la capacité, la volonté d'aller l'analyser avant d'investir, ils sont marginaux dans la réalité de la volumétrie globale. Ça peut paraître hallucinant, mais c'est pourtant très vrai. Et donc, nous, notre pari, il a beaucoup plus été de dire on va répondre à une problématique
comportementale via un produit qui est capable de répondre à 99% des problématiques patrimoniales d'un individu, quel que soit le montant qu'il est en capacité d'investir. Et donc à partir de là, on est venu monter un modèle où la réponse à une problématique amène une solution d'épargne qui a un cadre de risque, un rendement, etc. Mais qui globalement, la première réalité d'action, elle va être du fait que quelqu'un va se dire oui, il faut impérativement que je sois en capacité de mettre de côté, ça va être important pour les études de mes mômes, pour ci, pour ça. Et l'immense majorité du temps, il a envie d'avoir un minimum d'accompagnement là-dessus pour pouvoir se positionner sur des choses sur lesquelles il a une capacité relative d'analyse. Et le constat qu'on a fait, nous, et sur cette appréhension du risque comme cette capacité d'investir, c'est que sur un produit SCPI qui préalablement était accessible à 5 parts à 1 000 euros minimum, 5 000 euros, si vous rendez accessible ce produit à 50 euros par mois, l'aversion au risque n'est pas du tout la même pour l'individu. Et à partir de là, il va venir se mettre le pied à l'étrier, créer la culture, etc. Et ça va répondre à une problématique comportementale. Donc oui, évidemment, il y a des sujets. L'épargne, moi, ça fait 25 ans que je fais de l'asset management, c'est toujours la même chose. Il y a toujours un produit qui est la star du moment, et puis il y a un mouvement d'économie, il y a un mouvement de taux, il y a un mouvement de ci, et ça devient le produit à bannière du moment. Donc la réalité, elle est comme ça. On parle beaucoup de produits stars, on parle beaucoup d'ESG, de ci, de ça. La réalité, elle est qu'à un instant T, il y a une réalité économique, et qu'à partir de là, les gens vont venir se positionner sur ces solutions-là avec un cadre de risque. Et puis je vais juste conclure là-dessus aussi, parce que c'est assez important dans le comportement des investisseurs français, en tout cas, c'est qu'on est le seul pays au monde à avoir des livrets capital garanti, le fonds en euro capital garanti. On permet aux gens d'investir sur des produits où ils connaissent le taux de rendement et ils savent que leur capital est garanti. Donc on crée mécaniquement une aversion au risque, ou on crée mécaniquement un fantasme qui vise à faire dire aux gens quand j'investis, je suis sûr que je gagne. Mais c'est pas ça la vraie vie. Donc ça fonctionne pas comme ça. Et donc on a aussi ce déficit énorme de culture sur la réalité de ce qu'est un modèle économique, etc., etc. Je pense que tu as mis le doigt sur un point qui est super important, qui est de se dire, est-ce que finalement, avec tous nos nouveaux produits, nos nouvelles sociétés, bon, je me mets dedans aussi, mais on se bat pas tous ce même petit pourcent d'investisseurs. De ce que je comprends, Christophe, pour résumer ta pensée, ce serait l'investisseur de demain, c'est celui qui n'a pas encore investi ? Ouais, alors en tout cas, nous, on a une partie on a sur une frange de clientèle inférieure à 40 ans, 70% de ceux qui investissent sont des gens qui, pour la première fois, vont réellement sur le marché de l'épargne, vont sur autre chose que sur un livret de développement durable, etc. Donc, c'est extrêmement clair. Il y a un potentiel d'investissement qui est colossal, mais les gens ne viennent pas s'exposer puisqu'ils sont en déficit de culture ou en déficit d'accessibilité. Et donc, nous, on essaye vraiment de monter un double modèle. Je viens répondre à des patrimoniaux qui ont des besoins patrimoniaux, et on doit être capable de leur répondre. Et en même temps, je crée un modèle industriel, parce qu'après, il n'y a pas de miracle. Un conseiller en gestion de patrimoine, s'il prend en physique un individu à 50 balles par mois, il est ruiné. Il met la clé sous la porte au bout d'un an. Il faut industrialiser les modèles. C'est là où la tech, elle prend tout son bien fondé. Et nous, moi, je raisonne systématiquement, parce que je suis société de gestion actif-passif. Le sujet du moment, c'est token, blockchain, etc. C'est des vrais sujets à la distribution, mais c'est aussi des vrais sujets à l'actif pour le gérant. Il y a des capacités de désintermédiation qui sont colossales et de capacités d'optimisation de la performance. Et donc voilà. Donc oui, moi je crois sincèrement, très sincèrement, qu'il y a une énorme frange de cash à prendre qui n'est pas pris par les acteurs qui se battent tous sur ce même petit bout de camembert et qui est très très clairement basé sur le fait qu'il doit être via une approche comportementale qui répond à une problématique d'objectif et pas de science de l'épargne. Voilà. Si je complète, en effet, tu l'as dit, Nadim, il y a une crise immobilière. Ouais, c'est un peu l'éléphant milieu de la pièce, on en a pas beaucoup parlé, mais dans l'immobilier neuf, moi que je connais assez bien, quand on regarde l'investissement, l'immobilier neuf, vous savez, il y a à peu près 1 million de transactions en France. L'immobilier neuf, c'est à peu près 10%. Et l'immobilier neuf est principalement drivé par de l'investissement locatif, qui était Pinel, LMNP, etc. Depuis maintenant 1 an et demi, depuis 1 an surtout, on a une baisse de 85% des réservations sur l'investissement locatif. Donc il n'y a plus personne qui souscrit. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, ils ont envie d'investir. L'immobilier, ça reste le placement préféré pour, je ne sais plus quel était le chiffre, 70%, 75% des gens. 73%. Bon. Mais on va avoir, je pense, un énorme report de gens qui, aujourd'hui, ne peuvent plus investir dans l'immobilier ancien. Et on le voit parce que voilà, les conditions d'octroi des prêts ont changé pour l'investissement. Le neuf qui devient un repoussoir. On est vraiment dans un crack sur l'investissement locatif dans le neuf. Et puis, parallèlement à ça, donc on a des gens qui vont vouloir diversifier leur épargne et qui vont peut-être aller vers des produits comme les nôtres, où
enfin, moi j'en suis convaincu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé Tantième, parce qu'on pense qu'il va y avoir un mouvement sur ce type d'investissement immobilier. Et puis en parallèle, tu le disais en introduction, on a toute une frange de la population aujourd'hui qui a moins de 35 ans, qui, après le Covid, a découvert... il y a plein de médias qui sont lancés. Il y a Ça fait un bail, ça s'est lancé en 2020. Snowball, ça s'est lancé en 2020. Quoi d'autre? On en a... La Martingale, ça s'est lancé en 2020. Enfin, tous ces médias qui viennent parler de finances personnelles, qui viennent parler d'investissement, ils sont lancés post-Covid. Et donc on a énormément de gens qui, aujourd'hui, se disent qu'ils ont envie d'investir dans l'immobilier, puis qui regardent toutes les manières d'y investir, que ce soit des SCPI, du crowdfunding, de l'immobilier fractionné, et tant d'autres. Mais moi, je pense qu'on est dans une espèce de conjonction de crise économique, enfin crise immobilière, plus nouveaux comportements de gens qui sont convaincus en fait qu'ils peuvent investir tout seuls, et que ça change radicalement la philosophie et la manière d'investir aujourd'hui. Et d'ailleurs, je regardais tout à l'heure en arrivant, l'AMF a commandé une étude qui a été publiée hier, je crois, avec l'OCDE, sur les nouveaux investisseurs. Et donc ils expliquent justement qu'on a toute une frange de la population qui a une trentaine d'années, qui se croient... Il y a 75% d'entre eux qui disent qu'ils sont hyper forts au niveau finance, mais en fait ils ne savent pas répondre aux questions, mais ils se croient vraiment super forts au niveau finance, et qui s'informent avec les réseaux. Et donc ça change radicalement la manière dont on investit. Auparavant, on allait voir son conseiller en gestion de patrimoine et son banquier. Et c'est fini tout ça. Alors, ça rend d'autant plus important, hein, on en parlait il y a encore quelques semaines, ça rend d'autant plus important l'éducation financière. L'éducation financière des plus jeunes et essayer de créer ça. Alors, ce que Robinhood avait fait, ils avaient créé tout un système de gamification, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça et vraiment éduquer. Aujourd'hui, en France, à l'école ou même à l'université, on n'apprend rien. Il y a des jeunes qui sortent d'écoles de commerce, qui ne savent pas ouvrir un compte bancaire, qui ne savent pas en fait exactement ce qu'ils peuvent en faire derrière avec leurs finances. C'est aussi pour ça que tous ces podcasts et ces plateformes se sont lancées pour aider à démocratiser un peu cette éducation financière. Mais il y a encore un gros travail qui doit être fait, et à mon avis et à mon sens, ça doit aussi être fait par des plateformes comme les nôtres, qui doivent aussi apporter un peu toute cette éducation et essayer d'accompagner les clients, les utilisateurs, les jeunes et les moins jeunes à pouvoir optimiser un peu leur placement et à améliorer un peu la gestion de leurs finances. Ok. Vas-y, je t'en prie. Moi, juste faire une réponse un peu contrarienne, parce que ta question initiale, c'était est-ce qu'on se bat tous finalement pour le 1% de la niche? Moi, je pense que la réponse est oui, en fait. Moi, j'en suis persuadé. Non, mais pour une raison très simple, hein, c'est que tu compares, donc on se dit tous, ouais, Robinhood, c'est génial. Bien sûr, c'est génial. Mais Robinhood, en fait, qu'est-ce qui a fait fondamentalement le succès de Robinhood? J'ai tendance à penser que c'est la perspective de gain rapide, en fait, qui a permis à cette plateforme d'émerger hyper vite. On n'est aucun autour de la table des gens qui permettent de gagner 10% en 2 jours. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc ça n'existe pas, tu vois, sur l'immobilier. Et pour en revenir à ça, moi je regarde pas mal en fait ce qui se passe, et moi c'est un peu le constat auquel j'arrive, qui est un peu un constat presque triste, hein, mais de me dire, effectivement, est-ce qu'on se bat pas tous pour 1% de la population? Et je te donne des exemples, tu vois, Lynxea ou même d'autres acteurs de l'assurance vie en ligne, c'est des gens qui existent depuis quoi? Enfin, Lynxea, je sais pas, peut-être 15 ans, 20 ans, enfin ça fait quand même un bon moment. Ils ont quoi, je crois, 100 000 clients. Ils ont, je sais plus combien, 4 milliards d'AUM. Donc c'est énorme, enfin c'est à la fois énorme, et c'est microscopique. L'assurance vie en France, c'est 1900 milliards. Donc en fait, même des acteurs qui sont là depuis 15-20 ans, qui ont, je pense, une pénétration sur le marché énorme, aujourd'hui ne font pas le poids par rapport au réseau. Parce qu'on dit les CGP sont morts. Non, aujourd'hui les CGP sont pas morts. Il y a 5500 CGP en France, tu as les réseaux bancaires, c'est eux qui drivent l'épargne aujourd'hui, c'est pas nous. Et je dis ça... Et c'est assez intéressant qu'on ait mis le doigt sur ce qui se passe en ce moment dans l'immobilier. Et Christophe, tu vas pouvoir nous répondre dessus. Est-ce que ce qui est en train de se passer, la France est une nation immobilière, hein, je pense que l'événement qu'on est en train de créer aujourd'hui, on est sûrement le premier en Europe, ça le montre aussi. On aime bien l'innovation immobilière, les Français aiment la propriété, aiment l'investissement immobilier. Pourtant, on n'est pas beaucoup plus propriétaire que nos voisins européens, assez paradoxalement. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une crise immobilière comme celle-ci, Christophe, ça vient pas entacher, mais est-ce que ça vient rendre plus difficile le travail de vente auprès de l'investisseur? Enfin, oui et non. Alors, moi, j'aime pas parler de crise immobilière. Je pense que c'est une crise de taux et pas une crise immobilière. Et donc, quand il y a une crise, déjà, voilà, non, mais c'est hyper important puisqu'il y a quand même 2-3 fondamentaux autour de l'immobilier qui restent crédibles et solides de mon point de vue. Mais par contre, quand les taux prennent 400 points de base en 12 mois, oui, ça pique une économie. Et le premier à être impacté, c'est évidemment l'immobilier. Moi, je travaille, encore une fois,
Je vous le disais, chez un asset manager, je peux vous dire que la gestion obligataire, elle prend des cartouches, mais stratosphériques, parce que les taux, ça influe aussi l'obligataire. La prochaine salve qui va arriver, elle va être mécaniquement sur l'économie réelle, et tous les besoins de refinancement. Je rappelle que quand on crée une start-up il y a 3 ans, on levait des fonds en claquant des doigts, l'argent valait rien. Les deuxième, troisième, quatrième tours de table, aujourd'hui, ils piquent un tout petit peu plus et ça devient un petit peu plus compliqué. Et à mon avis, on va avoir une assez forte hécatombe. Donc la réalité de l'impact des taux, il touche l'immobilier évidemment, mais pas que. Donc ça, c'est un premier élément qui m'apparaît assez important. Alors après, moi, encore une fois, ça fait 25 ans que je fais de l'asset management. C'est le 3e cycle immobilier que je vis de la même manière. C'est-à-dire, ça monte pendant 8-10 ans, ça prend un taquet pendant 2 ans, ça remonte pendant 8-10 ans, ça prend un taquet pendant 2 ans, etc. Voilà. Alors, c'est pas toujours pour les mêmes raisons. Ça sera peut-être pas vrai la prochaine fois, j'en sais rien. Mais voilà. Et encore une fois, c'est toujours la chose, elle est relativement simple. C'est quand on dit les Français sont fans d'immobilier, etc., globalement, les Français sont fans d'immobilier parce qu'ils veulent acheter leur résidence principale. C'est ça le sujet numéro 1. Est-ce que quelqu'un qui veut épargner se dit oui, absolument, il me faut de l'immobilier dans mon allocation si vous lui apportez une solution qui fait le même rendement avec moins de risques ou plus liquide, il va vous dire que non. Donc la réalité, c'est ça. Donc en fait, l'immobilier, il est attractif et nous, c'est ça qu'on cherche à faire en permanence. C'est une adéquation actif-passif. J'ai un passif qui veut répondre à un besoin comportemental. Est-ce que ma classe d'actifs immobiliers est capable de lui apporter? Et qu'est-ce que je fais moi en tant qu'asset manager pour venir modifier ça? Voilà, donc ça c'est un élément. Et puis le deuxième élément, c'est quand les taux sans risque passent de 0 à 4,5%, je dois créer une prime de risque, sinon on ne vient pas chez moi, c'est normal. Aujourd'hui, je vais sur des SICAV de trésor à 4%. Pourquoi je vais acheter de l'immobilier de rendement à 4 ou 4,5? Ça n'a aucun sens, économique ou de rendement. Donc voilà, donc j'ai envie de dire, quand on est dans un profil de logique d'épargnant, on ne peut pas répondre par j'ai une classe d'actifs qui est magique et vu que je l'aime bien, je vais te la proposer quelle que soit la situation. Je dois faire évoluer la réalité du rendement de mon produit en lien avec la réalité du besoin de mon marché. C'est assez évident pour moi. Super intéressant. Il y a une notion, je pense qu'on devrait quand même aussi aborder, et ça nous interroge tous les quatre, c'est la notion de porosité, de fidélité de l'investisseur. Je vois, par exemple, quand on parle de crowdfunding, moi j'ai une conviction qui est profonde, et peut-être qu'elle est fausse. C'est pour ça que je mets beaucoup de conditionnels là-dedans. Mais je pense vraiment que sur le top 5 des acteurs du marché, il y a au moins 40% des investisseurs qui doivent être les mêmes personnes qui investissent et sur WeSeed et sur d'autres acteurs. Est-ce que vous pensez que demain, il y a un sujet à jouer? Alors tout à l'heure, j'ai déjà beaucoup parlé de communauté. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Est-ce qu'on pourra retenir par d'autres sujets que le rendement, par d'autres sujets que le sous-jacent des communautés, je sais pas, par une façon par des valeurs peut-être, par des façons d'investir, par des façons d'échanger, par l'éducation? Par exemple, je me dis demain, un Snowball, quand il va lancer son espèce de CGP en ligne, j'imagine bien que sa communauté, elle va être présente quoi qu'il arrive, peu importe les produits qu'il va proposer, parce que ça fait 2-3 ans qu'il leur donne du contenu gratuit et inconsciemment, il y a un lien qui se crée entre eux. Est-ce que demain, il y a autre chose que le rendement, il y a autre chose que le produit qui peut rentrer en jeu? Je réponds 2 secondes, puis je passe la parole, parce que je viens de parler, mais on évoquait l'épargne régie par les CGP, les banques. Moi, je suis filiale d'une banque mutualiste, Crédit Mutuel, pour ne pas la citer, c'est MCIC. C'est un tiers de confiance absolument hallucinant pour l'utilisateur, mais c'est extraordinaire. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, donc cette réalité-là, elle existe. Je pense que ça va être de moins en moins vrai selon les réalités générationnelles. Je vous donne une statistique toute simple. Je ne sais pas si ça a été le cas pour vous. 95% des enfants ouvrent leur premier compte bancaire dans la banque de leurs parents. Voilà. On ouvre le compte dans la banque de papa-maman et après, on préserve la position parce que blablabla, on fait son crédit, nanana. Voilà. Aujourd'hui, moi, mes enfants, j'en ai 3, ils ont tous un compte bancaire et il n'y en a aucun qui est dans ma banque. Aucun. Parce qu'ils ont Revolut, ils ont ci, ils ont ça. Donc je pense qu'il y a une réalité générationnelle sur la fidélisation et une logique de tiers de confiance. Mais pour autant, je ne nie pas la vraie possibilité d'une réalité communautaire. Alors basée sur quoi? Je sais pas encore, c'est pas encore très très clair. Est-ce que c'est les valeurs, les ci, les ça? Je sais pas. Maintenant, je pense que la création d'une communauté, c'est important pour donner de l'information, pour être transparent, etc. Mais comme ça, à chaud, je crois pas qu'elle sera miraculeuse. C'est toujours, encore une fois, l'adéquation entre répondre à la problématique d'un passif avec un actif qui est cohérent. Voilà, c'est aussi simple que ça. On est tous pareils. Moi, j'aime
beaucoup ma banque, je suis très content qu'elle m'ait fait un crédit. Il s'avère que l'assurance qu'elle me met sur ce crédit ne me convient pas. Celui d'à côté me la propose 3 fois moins cher. Je la prends, c'est tout. C'est basique et binaire, mais on fonctionne tous comme ça. Donc il y aura un besoin d'être... le mieux disant sera le mieux positionné très probablement, et avec un sujet de transparence, etc. etc. Juste pour, moi j'appuie assez ça, c'est-à-dire que la communauté, je pense que c'est génial, c'est un excellent canal d'acquisition et ça marche très bien. Pour certains produits qui proposent soit des choses un peu gratuites, soit juste du contenu éducationnel. J'ai tendance à penser que tu vas pas convertir nécessairement beaucoup ta communauté, surtout si par définition ta communauté, tu as plutôt tendance à l'éduquer. Et donc tu vas l'éduquer à aller chercher le meilleur ETF, la meilleure plateforme, les meilleurs taux, etc. Et donc, si toi, t'es pas le meilleur sur tous les produits que tu vends, je pense que ta communauté, par définition, elle ira chez les autres, quoi. Le meilleur exemple, c'est Lydia. Lydia, il a une communauté de 5 millions de personnes. Il a créé un truc qui est absolument génial sur la désintermédiation du paiement. Et quand il se met à l'épargne, il ne transforme pas 5 millions d'individus. Voilà. Oui, je pense qu'il faut pas tout mélanger. Lydia, il s'est lancé sur le paiement. Forcément, quand tu proposes un autre produit, automatiquement, tu ne transformes pas tout le monde parce que les gens sont venus chez toi pour une raison spécifique. En revanche, juste pour rebondir sur ce que tu disais, oui, je pense que tu parlais de Snowball ou autre. S'il veut lancer son service de CGP, l'idée c'est qu'il puisse proposer des produits, j'imagine, de partenaires, parce qu'il a réussi aussi à créer auprès de sa communauté une certaine crédibilité, une certaine légitimité qui crée de la confiance et qui crée de la confiance avec cette communauté. Le CGP, c'est ça. 98% des CGP, c'est de l'affiliation, c'est des gens qui vont aller chercher. Alors, pas tous, mais malheureusement, j'ai bossé 6 ans avec les CGP, donc j'ai pu voir en fait une partie d'entre eux. C'est des gens qui vont aller chercher le plus de commissions. C'est de l'affiliation en fait, commission. Donc je vais te faire investir 100 000 euros sur la SCPI machin. La SCPI elle va me filer 6%. Donc c'est de l'affiliation parce que je touche 6 000 euros sur ce que je t'ai fait investir. Je pense sur ce que tu disais, Christophe. Je pense qu'il y a quand même il y a un mouvement qui est en train de se faire. Le mouvement, il est lent. C'est un mouvement qui va prendre plusieurs années, voire plusieurs décennies pour tu parlais donc de tes enfants. Alors, je ne sais pas si c'est vis-à-vis de toi, ils n'ont pas confiance dans ta banque. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes. Par rapport à ces mêmes profils, il y a 10 ans, il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à ça. C'est un fait. C'est un fait parce qu'il y a une réelle mouvance là-dedans. Les grands groupes, les grandes banques, les grosses sociétés de gestion l'ont réalisé, ont aussi compris l'importance du déplacement vers la retailisation. Aujourd'hui, les grands groupes ne travaillent qu'avec des CGP, c'est ce qui a fait fonctionner la France, en fait, de l'investissement jusqu'à aujourd'hui, en grande partie, plus le réseau, des crédits mutuels et compagnie. Il y a un réel désintérêt envers ces outils qui ont été utilisés, les CGP, etc., qui est en train de se mettre en place, qui va prendre du temps. Donc c'est aussi pour ça que des sociétés comme les nôtres, et c'est aussi pour ça que les banques qui s'intéressent à des sociétés comme les nôtres sont en train d'être créées, sont en train de se développer. Et on le voit aujourd'hui, c'est pas du tout pour prêcher ma paroisse, loin de là, mais sur LivreP, on s'est quasi essentiellement développé sur du bouche à oreille et sur la communauté. Parce qu'on a mis un système un peu gamifiant qui arrive à capter les utilisateurs, ce qui fait qu'on a un taux d'engagement hebdomadaire supérieur à 90% sur l'application aujourd'hui. Ce qui fait que les gens pensent à nous systématiquement, ils vont parrainer systématiquement, vont faire ça. Mais donc du coup, si on arrive, alors on est loin d'avoir craqué le modèle, mais si on arrive à trouver ces outils de viralité qui permettent de pousser les gens à en parler autour, qui permettent de pousser les gens à revenir systématiquement, on aura déjà réalisé une bonne partie du travail, je pense. Moi, je rigole dans mon coin parce que Nadim, quand je l'ai rencontré, la première phrase qu'il m'a dit, c'est « Moi, j'ai jamais fait de marketing. » C'est littéralement la première phrase qu'il m'a dit. On dépense très très peu en marketing. Ouais, c'est compliqué quand même de lancer ces business-là sans marketing aujourd'hui même.
Mais non, enfin, pour répondre juste à ta question sur les... Alors, il y a les valeurs, évidemment, il y a le côté immobilier, etc. Mais moi, je pense que les gens aujourd'hui n'ont plus de... Enfin, les plus jeunes, notamment, n'ont pas énormément de fidélité par rapport à un service. Et toutes les apps, Finery, d'autres, etc., font tout pour essayer, justement, de multiplier l'agrégation de différents services. Et donc, aujourd'hui, avec des API, avec tout ça, donc aujourd'hui, avoir un seul service de crowdfunding, un seul service d'immobilier fractionné, un seul type de SCPI, tu vas potentiellement demain te retrouver avec une seule application. Alors, je ne sais pas qui gagnera la partie, mais essayer de croire qu'on va réussir à garder ses clients pour nous tout seul me semble utopique, malheureusement. Ouais, c'est assez marrant et c'est surtout pour faire le lien. La table ronde après sera plutôt sur les sujets blockchain et c'est aussi pour faire le lien avec le wallet numérique. On sait tous qu'aujourd'hui, le wallet numérique, il est réservé quand même à un certain nombre de personnes qui sont intéressées soit par le crowdfunding, soit par les cryptos en général. Demain, là, on parle beaucoup d'euros numériques. Ça y est, le truc est lancé. Demain, le sujet de wallet, ça va être un sujet qui sera dans les têtes de tout le monde, une utilisation qui va être beaucoup plus importante auprès du grand public. Et on peut se dire que c'est aussi ça qui va pouvoir démocratiser une certaine forme d'investissement un peu plus liquide, un peu plus transparent. Et quand je dis liquide, c'est plutôt, c'est pas de pouvoir en sortir facilement, mais c'est plutôt de passer d'un produit à l'autre un peu plus facilement. Donc je pense que c'est assez intéressant. Messieurs, on va essayer de faire une petite pause entre les autres, avant les autres conférences. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire ? Non, mais qu'est-ce que nous, chez Tantième, en fait, ce qui nous a fait nous lancer, on n'en a pas parlé, mais il y a un autre mode immobilier qui s'appelle les club deals, alors, qui était réservé quand même aux plus riches, à des gens qui mettaient 40, 50 000 euros, et en fait, et qui avaient les moyens d'accéder à des trucs qui sont réservés aux riches, et qui ont souvent les meilleurs ratios rendement-risque. Et nous, on s'est dit, en fait, si on faisait ça... Enfin, nous, on pense que l'immobilier fractionné, c'est ça, finalement. C'est un espèce de club deal ouvert à tous. Et souvent, on n'en parle pas. Donc, je le dis parce que je trouve que c'est, nous, quelque chose qui nous intéresse. Et puis, le deuxième truc qu'on ne sait peut-être pas forcément, mais les premiers qui ont vraiment fait de l'immobilier fractionné de manière un peu massive, un peu grand public, ça s'est fait aux US. Et en fait, c'est Jeff Bezos qui a mis de l'argent dedans. Donc souvent, nous on s'est dit que c'était a priori, bon, le gars était pas trop con, c'est Arrived en effet, c'est Arrived qui s'est lancé il y a 3 ans aux US et donc ils ont un modèle. Enfin, nous on s'en est fortement inspiré, donc comme tout le monde d'ailleurs quand il s'est inspiré sur l'immobilier fractionné. Mais c'est un modèle qui nous semble qui fonctionne bien sur d'autres pays, qui commence à décoller en France. Et voilà. On y croit beaucoup. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des acteurs du crowdfunding qui commencent à regarder. Donc on se dit que ça intéresse beaucoup de monde. Juste, de manière un peu plus générale, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est sur un marché qui tend vers le retail, qui tend vers de l'acquisition du petit porteur, qui lui va pouvoir ensuite grandir au sein d'une ou plusieurs plateformes, pas forcément une plateforme, et ça peut être du crowdfunding, ça peut être de la tokenisation, ça peut être du placement, ça peut être de la SCPI. On n'est pas obligé d'avoir un one-stop shop, et ça n'a jamais été jusqu'à présent, ça l'a rarement été jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, ce qui arrive à attirer, parce qu'on parle des épargnants, ce qui attire réellement l'épargnant, c'est d'avoir accès à un produit sans frais, ou avec très peu de frais, avec une réelle facilité d'utilisation. C'est pour ça qu'on a des apps qui se sont lancées, parce qu'aujourd'hui on arrive à déposer 1000 ou 10 000 euros avec son app en 2-3 clics. Donc voilà, c'est nouveau, cette nouvelle manière d'opérer, de fonctionner, qu'il faut garder en tête et qu'il faut systématiquement avoir quand on veut pouvoir s'adresser à un marché comme celui-ci. Moi, je vais faire encore une fois un petit mot, et il ne faut pas le voir comme quelque chose de vraiment négatif, mais moi, la question que je me pose en fait sur tout le panel, c'est génial. Je pense qu'on apporte des solutions innovantes, et je vois pas mal de têtes dans l'audience aussi qui font des trucs très cool. Mais effectivement, moi, je me reste au fond de la tête me dire, mais comment on fait pour vraiment toucher le mass market aujourd'hui ? Et ça, malheureusement, j'ai pas la réponse. Mais je pense pas du tout qu'on y soit. Et pour moi, on s'adresse à une fraction d'early adopters encore très clairement. Si tu as la réponse, tu nous la donnes, surtout, n'hésite pas. Et non, globalement, vu qu'on est quand même accueilli par Tokenland et que voilà, on parle blockchain,
le sujet de prédilection, blockchain, tokenisation de l'immobilier. Moi, je suis aussi assez convaincu dans cette logique d'adéquation actif-passif que dans l'environnement blockchain et dans l'environnement wallet crypto, il y a énormément de cash, de gens qui sont risk-takers un maximum et qui arrivent à un niveau de maturité aujourd'hui pour certains en tout cas qui vont avoir un intérêt majeur à venir exposer leur plus-value dans des actifs un peu plus réels, un peu plus, et ça commence à exister, hein. Il y a des plateformes qui font ça, Maple & Co, qui proposent des solutions de passer d'un wallet crypto à un token X ou Y sur je sais pas, des panneaux solaires ou n'importe quoi. Moi je suis assez convaincu que pour le monde de l'asset management et donc qu'il soit immobilier ou non d'ailleurs, mais y inclus sur des fonds immobiliers, il faudra demain impérativement venir positionner nos solutions accessibles via ces canaux, via les différents protocoles, via des logiques d'acquisition, sous la forme de tokenisation de nos produits. C'est un truc auquel on travaille très sérieusement. Alors c'est extrêmement compliqué. Voilà, ça a été évoqué en préambule dans la conférence d'avant. On est ultra régulé, etc. Mais c'est un sujet qui est d'énorme importance pour nous parce que je crois que ça sera une manne très significative pour les asset managers demain de flux de cash pour leur gestion. Et puis, je travaille, vous le savez, dans une société de gestion où il y a un combat entre la gestion traditionnelle et la decentralized finance, l'un considérant qu'il est mieux que l'autre et que l'autre est le futur de l'un. Moi, je crois qu'ils sont complètement unifiés aujourd'hui. Il n'y a plus de finance il n'y a pas de finance décentralisée ou traditionnelle, il n'y a qu'une finance et elle est décentralisée. Et donc, c'est pas complètement soumis à conditions. Et donc, un de nos challenges et un des futurs investisseurs, je crois clairement, il est aujourd'hui dans cet environnement blockchain et wallet crypto. Voilà. Super, merci beaucoup Christophe, car tu m'as également fait la transition. Donc on se rejoint dans une dizaine de minutes pour parler des sujets vraiment, rentrer un peu dans le dur du blockchain. Merci à tous les quatre, c'était super intéressant. Vous méritez vos applaudissements.